Bonjour et bienvenue dans votre dernier IFA News de l'année. Pour ce dernier IFA News, eh bien, comme d'habitude, on a le plaisir de retrouver Claire et Pierre-Christian. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Christian. Bonjour. Au sommaire de cette IFA News, 2 brèves et un zoom. La première brève traitera de l'acceptation bénéficiaire et de la faculté de rachat à la lumière d'une décision récente de la Cour de cassation. Dans un deuxième temps, nous traiterons de la fiscalité de la clause bénéficiaire démembrée au regard de l'article 990 et de l'article 757B du CGI. Et puis un zoom sur une actualité tout à fait importante pour vous, conseillers indépendants, puisqu'il s'agit de la position de l'autorité de contrôle prudentiel sur les instruments complexes. Tout de suite, sans plus attendre, nous allons attaquer avec notre première brève liée à l'acceptation bénéficiaire et à la faculté de rachat. Que se passe-t-il lorsqu'un bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat et que le souscripteur souhaite racheter son contrat? Nous avons déjà abordé certains points de cette thématique lors de notre première IFA News, puisque nous avions parlé des conséquences de l'acceptation au regard de l'ISF. Mais un nouvel arrêt a été rendu par la Cour de cassation le 4 novembre dernier, et Claire va nous expliquer ce qu'il apporte, après avoir rappelé, bien entendu brièvement, l'évolution de la jurisprudence. Claire. Nous ne parlerons ici que des acceptations antérieures au 18 décembre 2007, puisqu'on sait que depuis la loi de décembre 2007 qui a modifié l'article L132.9 du Code des assurances, il est désormais clairement écrit que l'acceptation bloque le rachat et qu'elle est subordonnée à l'accord écrit du souscripteur. D'accord, on a donc une solution très simple depuis la loi de 2007. Le respect du formalisme de l'acceptation empêche le souscripteur d'effectuer des rachats sur son contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Mais alors, que se passe-t-il lorsque les acceptations sont intervenues avant cette loi? Brièvement, puisque effectivement nous en avons déjà parlé dans notre IFA News numéro 1, rappelons que pour les acceptations antérieures au 19 décembre 2007, la solution est différente et a beaucoup évolué. En effet, il était tout d'abord admis par la doctrine majoritaire et également par la Cour de cassation, dans certains arrêts, que l'acceptation bloquait le rachat. Ce principe était issu de l'interprétation faite par la doctrine et la jurisprudence de l'article L132.9 du Code des assurances, dans son ancienne rédaction. Mais ce principe n'était pas clairement écrit. Et puis, un arrêt de la Cour de cassation réuni en chambre mixte du 22 février 2008 est venu juger que lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance vie, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat. Mais la Cour précise en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit. Ok, donc avec cet arrêt, le rachat devient possible même s'il y a eu acceptation. Mais que veut dire cette notion de renonciation expresse à son droit énoncée par l'arrêt? Alors justement, c'est un des points qui a été débattu puisque l'arrêt précise que le rachat est possible, mais uniquement en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit au rachat. Or, depuis de nombreuses années, pratiquement, tous les contrats d'assurance vie précisaient dans les conditions générales que l'acceptation bloquait le rachat. La question était de savoir si cette mention, dans les conditions générales, valait renonciation expresse au droit au rachat. Puisqu'en effet, le souscripteur signe la demande de souscription dans laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des informations figurant dans les conditions générales. Et c'est donc sur cette question que la Cour de cassation a rendu sa décision en chambre mixte le 4 novembre dernier. Oui. Et dans cette affaire, le contrat d'assurance vie comportait justement cette clause précisant que si le bénéficiaire avait accepté le bénéfice de l'assurance, tout retrait était soumis à son accord. La Cour de cassation est venue dire que cette clause ne permettait pas à elle seule de prouver que le souscripteur avait expressément renoncé à sa faculté de rachat. On peut penser qu'un écrit émanant du souscripteur indiquant explicitement qu'il renonce à sa faculté de rachat vaudrait renonciation expresse, mais cela devrait être assez exceptionnel. D'accord, donc très bien. Donc un doute est levé, et si des acceptations sont intervenues avant le 19 décembre 2007, le souscripteur peut quand même effectuer les rachats, sauf s'il a manifesté une volonté réelle de renoncer à sa faculté de rachat, ce qui vaudrait, selon la formule de la Cour de cassation, renonciation expresse du souscripteur à son droit. Mais en tout cas, une clause dans les conditions générales, précisant les conséquences de l'acceptation, ne vaut pas renonciation expresse au droit à rachat du souscripteur. Et ça, c'était un point important à préciser, Claire. Merci beaucoup. Tout de suite, et on enchaîne donc sur la brève numéro 2. Donc une réponse ministérielle du 23 novembre 2010 est venue rappeler le régime fiscal de la clause bénéficiaire démembrée d'un contrat d'assurance vie. Que demandait le député Jacques Lenay à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi?
Dans sa question, le député Jacques Lenay rappelait qu'en cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un nu propriétaire et un usufruitier, c'est l'usufruitier qui encaisse la totalité des fonds du contrat. On est en réalité en présence d'un quasi-usufruit puisqu'il s'agit d'une somme d'argent qui est versée en totalité au quasi-usufruitier. Et alors que sous le régime de l'article 990I du CGI, une réponse ministérielle de 2005 prévoit que seul l'usufruitier est concerné par le versement des droits, sous le régime de l'article 757B du CGI, le nu propriétaire est quand même tenu d'acquitter des droits de succession sur la valeur de sa nue propriété. Pour le député, il apparaissait juste d'aligner les deux régimes et de ne faire payer des droits qu'à ceux qui encaissent les fonds au dénouement du contrat, à savoir les quasi-usufruitiers. Il a donc interrogé la ministre de l'économie sur ce point. Et qu'a dit la ministre et qu'a répondu la ministre? La ministre rappelle que les deux régimes ne sont pas comparables. L'article 990I, qui concerne les primes versées avant les 70 ans de l'assuré, prévoit un prélèvement sui generis de 20% qui s'applique sans tenir compte de la qualité du bénéficiaire. Ceci n'est pas le cas du régime de l'article 757B qui concerne les primes versées après 70 ans et qui prévoit une taxation aux droits de succession tenant compte du lien de parenté existant entre le bénéficiaire et le souscripteur. Il est par ailleurs indiqué que ces deux régimes répondent à deux logiques différentes. L'article 990I vise à favoriser la transmission de l'épargne, tandis que l'article 757B a pour objectif de dissuader les assurés de faire des versements à un âge avancé dans le but d'échapper à l'impôt. Très bien. Donc, il n'y a pas finalement de modification du régime fiscal de la clause bénéficiaire démembrée, qui, on le sait, reste une opportunité patrimoniale tout à fait intéressante, compte tenu du contexte civil et du contexte fiscal. Tout de suite, on va enchaîner sur notre Zoom du mois. Alors, Pierre-Christian, on va essayer de faire simple sur les instruments complexes, et Dieu sait que c'est pas facile. L'autorité de contrôle prudentiel a adopté le 15 octobre 2010 sa première recommandation. Et celle-ci est relative à la commercialisation de contrats d'assurance sur la vie en unité de compte constitués d'instruments financiers complexes. Cette recommandation, qui est applicable à compter du 1er janvier 2011, impose de nouvelles obligations très précises, tant aux assureurs, que nous sommes, qu'aux courtiers en assurance, que vous êtes, lorsqu'ils proposent des instruments financiers qualifiés de complexes dans les contrats. Quelles sont les unités de compte concernées par la recommandation? Alors, il s'agit des OPCM à formule, les OPCM structurés de droit étranger équivalent, ainsi que les titres de créance complexes, qu'ils soient de droit français ou de droit étranger. Dans cette dernière catégorie sont principalement visés les EMTN bien connus. Pour que ces instruments financiers soient qualifiés de complexes, l'ACP a défini 4 critères. Premier critère, un critère de mauvaise présentation des risques ou des pertes potentielles, notamment lorsque la performance est sensible à des scénarios extrêmes. Deuxième critère, un critère portant sur des sous-jacents difficilement appréhendables ou non observables sur les marchés. Troisième critère, il porte sur les gains ou pertes subordonnés à la réalisation simultanée de plusieurs conditions sur différentes classes d'actifs. Et enfin, un critère portant sur la multiplicité des mécanismes compris dans la formule de calcul de gains ou de pertes à l'échéance. Point important, il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour que la recommandation soit applicable. Ok, donc quelles sont les entités concernées par cette recommandation, Pierre-Christian? Alors, il s'agit des assureurs et des intermédiaires d'assurance. Les assureurs sont responsables du référencement d'unités de compte complexes offrant une protection suffisante de l'épargne et de la fourniture des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'unité de compte. Les intermédiaires d'assurance, c'est-à-dire les courtiers, doivent respecter les obligations des recommandations relatives à la délivrance d'une information et d'un conseil adapté au profil du client. Toutefois, on doit noter à la lecture de la recommandation qu'il est souvent difficile de distinguer la responsabilité de l'un et de l'autre. Par contre, ce qui est clair, c'est que la recommandation ne vise pas l'émetteur de l'instrument financier, seul l'assureur et l'intermédiaire portent une responsabilité. Ok, la recommandation a-t-elle un caractère contraignant pour les assureurs et pour les courtiers? Alors, il faut savoir que l'article L612.1 du Code monétaire et financier indique que l'autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire, mais également constatée ou résultant de ces recommandations. Donc, même si c'est l'objet actuellement d'un débat, l'ACP semble donc bien disposer du pouvoir de contrôler et, le cas échéant, de sanctionner sur la base des recommandations qu'elle édicte. Dans sa recommandation, l'ACP précise d'ailleurs bien que les assureurs et intermédiaires
devront être en mesure de lui justifier du respect de celle-ci. Ok, donc il semble exister un débat sur le champ d'application de la recommandation, notamment lorsqu'il s'agit de MTS remboursés au terme à plus de 90% de leur prix d'émission. Alors, l'AMF a publié le même jour que l'ACP une position régissant la vente directe d'instruments financiers complexes. Les deux autorités ont défini en des termes différents les EMTN pour lesquels il n'est pas nécessaire de respecter les obligations d'information alourdies. Ainsi, la recommandation de l'ACP concernant donc l'assurance vie est applicable aux instruments financiers servant de support aux unités de compte, n'offrant pas, sur la durée de vie de l'instrument financier, une protection du capital à au moins 90% du capital investi. Par contre, la position de l'AMF qui concerne la vente directe est applicable aux instruments financiers offrant à l'échéance une protection du capital inférieure à 90% du capital investi. Lorsque les instruments financiers complexes sont référencés en tant qu'unité de compte sur les contrats d'assurance vie, l'ACP semble donc n'exclure que les seuls susceptibles de garantie en permanence, ce qui en pratique est très rare. Cela reviendrait donc de facto à intégrer tous les EMTN dans le champ d'application de la recommandation définie par l'ACP, et cette position plus dure serait justifiée pour les contrats d'assurance vie par le risque d'essai de l'assuré entraînant une sortie avant maturité d'instruments financiers et exposant donc les bénéficiaires au risque de marché. En tout état de cause, la prudence commande d'essayer de remplir les exigences de la recommandation, même pour les instruments financiers remboursés au prix d'émission. Ok, alors là maintenant, je vous conseille de vous accrocher un tout petit peu parce que Pierre-Christian va essayer d'être clair, mais il est évident que ce qu'on va aborder maintenant est un contenu particulièrement compliqué. Donc quel est le contenu, clairement, Pierre-Christian, de cette recommandation, pour l'essentiel? Alors la recommandation proprement dite sur la commercialisation des UC complexes comprend 7 points. Il serait trop long et fastidieux de les énumérer tous, surtout compte tenu de leur précision. On se limitera donc à en résumer 2. Ainsi, le premier point visé par la recommandation traite, et je cite, « des instruments financiers dont la performance est sensible à des scénarios extrêmes ». L'ACP impose d'exposer, y compris dans les documents commerciaux, de manière compréhensible pour un souscripteur, les informations qui doivent lui permettre raisonnablement de comprendre la nature du support proposé comme unité de compte, ainsi que les risques y afférents. L'ACP précise en substance que les assureurs et courtiers devront être en situation de justifier auprès de l'ACP des moyens mis en œuvre pour que les souscripteurs soient en mesure de comprendre que l'instrument financier proposé constitue un placement risqué. Il convient également de s'assurer que les souscripteurs soient en mesure de connaître les situations dans lesquelles le risque maximum se produit. Enfin, les clients devront être en mesure de comprendre les conséquences sur le montant du capital investi en cas de rachat, de décès ou au terme du contrat en cas de survenance des scénarios défavorables et du scénario extrême. Donc un autre point de la recommandation traite des instruments utilisant des sous-jacents difficilement appréhendables ou non observables de façon individuelle sur les marchés. Que devront faire à ce moment-là les assureurs et les courtiers, Pierre-Christian? Alors ils devront être en mesure et en situation de justifier auprès de l'ACP des moyens mis en œuvre pour que les souscripteurs soient en mesure de comprendre les sous-jacents utilisés par l'instrument financier servant de support à leur contrat. Ils devront aussi disposer des moyens permettant de suivre leur évolution. À noter que l'ACP écrit, et je cite, que pour l'ensemble des instruments financiers, l'ACP recommande de recueillir par tout moyen approprié à la nature de la clientèle la preuve que le souscripteur adhérent comprend la nature du support proposé comme unité de compte, ainsi que les risques y afférents. Fin de citation. Ce point est à souligner d'une manière importante, et particulièrement car habituellement assureurs et courtiers sont tenus à une obligation d'information et de conseil, le cas échéant de mise en garde. Mais ici, en imposant de recueillir la preuve que le client comprend la nature du support et d'être en mesure de justifier des moyens mis en œuvre pour que l'épargnant comprenne le sous-jacent du support ou le mécanisme de la formule, il s'agit d'une quasi-obligation de résultat en pratique difficilement applicable. Donc face à ces contraintes très lourdes, pour limiter les risques lors de la commercialisation de ces produits, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour limiter le risque réglementaire, les assureurs peuvent écarter certains des critères visés par l'ACP. Ainsi, par exemple, en limitant à moins de 3 le nombre de mécanismes prévus dans la formule ou en évitant de lier le rendement d'instruments financiers à la réalisation concomitante sur au moins 2 conditions ou classes d'actifs, plusieurs points soulevés par la recommandation seraient ainsi écartés. Pour le courtier, il semble indispensable de s'assurer que le client a le profil et le risque adéquat pour retenir ce type de support dans son contrat et d'avoir des documents écrits en ce sens pouvant être le cas échéant produits à l'ACP. Le client devra également par écrit reconnaître qu'il a compris le mécanisme et le risque du support proposé.
Voilà, c'en est donc fini pour notre dernière IFA News de l'année. Il nous reste donc à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes. Et on se retrouve évidemment, et on l'espère, l'année prochaine. Ciao, ciao!